Merci pour l'invitation. Merci de vous intéresser à ce qui se passe dans ce pays lointain qu'est la France. On a parlé d'exotisme au sujet de la présentation de Béor. Je pense qu'on va en remettre une couche ce matin. Et c'est pas sans intérêt aussi. Je vais le développer dans un instant, mais on constate qu'il n'y a effectivement pas énormément de travaux de recherche, quelques disciplines que ce soit, sur les questions de politique foncière en France. Donc je mettrai un petit appel au secours à un moment donné de la conférence. Donc avant tout cela, de présenter la structure dans laquelle je travaille, le Centre d'études et de prospective. Donc on est une sorte de think tank au sein de l'administration, quelque chose d'assez original. On existe depuis un peu plus de 6 ans. On est une quinzaine, économistes, sociologues, vétérinaires. Et on a une double fonction à la fois de back-office, appui méthodo, en évaluation, prospective, analyse économique, pour nos collègues de l'administration, et également la participation au débat public via la publication d'un certain nombre de notes sur notre site internet et des interventions de ci, de là. Donc vous avez vu que j'ai repris les beaux logos de cette année internationale de l'agriculture familiale, tel que promu par la FAO, car effectivement on a développé depuis quelques années des compétences sur ce sujet des politiques foncières, et particulièrement cette année on est pas mal demandé dans la mesure où, pour alimenter les réflexions sur l'agriculture familiale, son évolution et les politiques en sa faveur, beaucoup d'interlocuteurs sont à la recherche des bonnes expériences françaises. Et des moins bonnes aussi, auquel cas, effectivement, on est pas mal mobilisé pour présenter ces éléments sur la politique foncière agricole française telle qu'elle existe depuis l'immédiate après-guerre. Donc effectivement, comme je viens de le signaler, autant on parle beaucoup, on étudie beaucoup, on travaille beaucoup, on recherche beaucoup sur la politique agricole commune, la fameuse PAC, ses subventions, ses outils d'intervention de marché ou ce qu'il en reste, autant cette politique assez fondamentale en termes de développement économique, en termes de contrôle de la rente, en termes de renouvellement des tissus agricoles, est beaucoup moins étudiée, surtout en économie, au regard de ce qu'il a pu être fait dans un passé pas si lointain. Même si du côté du droit rural, ça reste un sujet plus travaillé, et on peut noter aussi quelques travaux de sociologues comme Yannick Sansébé qui s'intéresse beaucoup à ces questions, notamment au fonctionnement des SAFER avec des choses tout à fait intéressantes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter donc le papier. SAFER, peut-être tu précises, pas oui. Forcément un public très franco-centré. Oui, merci Philippe. Donc ça va être l'objet de la deuxième partie de ma présentation. Donc ce sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc ce sont des structures assez particulières, ce sont des sociétés anonymes, mais qui ont des missions d'intérêt général, qui est de pouvoir acheter à la place d'un vendeur des terres, de pouvoir les stocker pendant quelques années, les stocker entre guillemets, pour pouvoir les redistribuer à des publics cibles. J'y viens juste après. Et donc juste avant, pour vous présenter aussi d'autres travaux en cours, plus ou moins aboutis ou en initiation, du côté du CEP sur les questions foncières. Donc on a sorti, en valorisation du recensement agricole, j'en ai ramené quelques exemplaires, on a sorti un article sur le statut du fermage. Il y a une étude aussi qu'on avait confiée à Michel Merlet, Robert Lévesque et Hubert Cochet de comparaison des politiques foncières en Europe.
sur 5 pays. Les monographies sont finies depuis assez longtemps. Là, on est en train de stabiliser la synthèse de comparaison avec une profondeur historique assez importante. Donc j'aborderai sûrement au cours des questions peut-être des éléments de comparaison avec d'autres pays européens où au final la conclusion est que la France a été plutôt assez tardive ou en retard à mettre en place des politiques pro-fermiers, pro-agriculteurs par rapport à d'autres pays, et notamment l'Angleterre qui a été avec le Danemark, un des premiers pays dès la fin du 19e siècle à mettre en place des politiques de protection du fermier et de limitation des prérogatives des landlords. On a aussi un travail en cours d'appariement entre le RPG et le cadastre. Alors là aussi je jargonne. Donc le RPG, ce sont les déclarations que les agriculteurs font tous les ans pour demander les subventions, et ça passe par des représentations graphiques. Et donc là, via de la géomatique, on fait le lien entre ce que déclarent les agriculteurs et le cadastre, donc qui nous permet d'avoir des éléments sur la structure de la propriété foncière et de la même de renouveler notre connaissance sur la structure de la propriété foncière des exploitations, sachant que la dernière enquête en la matière date de 1992. Donc des éléments de cadrage où en France on estime qu'il y a entre 5 et 6 millions de propriétaires fonciers, qu'en gros ils ont entre 5 et 7 hectares en moyenne. Donc une propriété très atomisée, une reverse tenancy, pour reprendre un terme bien établi dans d'autres contextes. Donc là, on est à mi-parcours dans cette étude-là. Pour l'instant, on l'a lancé que sur 4 départements, complétés avec des enquêtes de terrain pour aborder la question du portage du foncier, c'est-à-dire du besoin de capitaux extérieurs pour acquérir du foncier que des agriculteurs ne souhaiteraient pas acheter. Et enfin, des travaux en cours sur les pas de porte ou la question de l'installation dans les zones de fermage majoritaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, près de 70% des terres sont cultivées par des agriculteurs qui n'en sont pas propriétaires. Avec un gradient très important entre le nord, où le fermage est quasiment à 90% des surfaces, qui s'estompe en descendant, vers le sud, où sont davantage présentes des cultures pérennes notamment. Donc dans ces zones de fermage majoritaire, au nord de la Loire, beaucoup de questions sur la transmission des exploitations qui ne s'opèrent pas par le rachat de foncier, mais par le rachat du droit d'exploiter du fermier sortant. Et donc pour essayer de réactualiser des travaux conduits dans les années 70 notamment, du côté de Dijon par des chercheurs comme Barthélémy, Cavaillès ou Boinon, on a lancé une étude aussi là-dessus avec Terre de Liens et la FN Safer. Donc j'en viens à ma présentation et à cette question assez directe, assez franche du collier. En quoi les politiques foncières agricoles sont-elles ou non un atout en termes de compétitivité pour l'agriculture française? Pourquoi cette question? Parce que chez les praticiens de la chose, et à entendre dans certaines analyses, dans des réunions au ministère ou dans les couloirs, autant le côté contrôle du prix de location, contrôle de la rente, qui joue sur le prix de la terre, est assez établi comme étant positif en termes de coût de production pour l'agriculteur. Autant de l'autre côté, le contrôle des structures, le contrôle politique de l'allocation des terres entre les agriculteurs est davantage discuté, a nettement reculé depuis quelques années, voire même n'est plus effectif dans certains départements où les principaux intéressés, les agriculteurs, mettent en déroute cette politique. Et donc toute l'idée du papier est de montrer en quoi ces deux piliers de la politique foncière
vont de pair et forment un compromis politique global, et qu'à défaut, et que sans ce deuxième pilier du contrôle des structures, on voit mal comment le premier pilier pourrait perdurer et comment on pourrait justifier des limitations aux prérogatives du propriétaire dans la mesure où le dispositif de politique foncière est détourné de son but initial. Alors, la compétitivité, c'est un gros mot, un mot valise. Donc tout de suite, je précise ce que je vais entendre par compétitivité, s'agissant des politiques foncières. Donc, 4 dimensions. Donc les coûts de production, donc l'effet direct sur les coûts de production de l'agriculteur via la limitation du prix de la location. L'effet sur l'agriculteur de lui donner un environnement à long terme stable, susceptible de lui permettre d'investir dans la productivité du sol. On considère, je vais l'expliquer, que le statut du fermage donne des incitations de long terme quasiment équivalentes à la propriété directe. Tout en, et c'est mon troisième point, tout en ne passant pas par la mobilisation de capitaux importants. On n'a pas besoin d'acheter le foncier, autrement dit, on n'a pas besoin d'acheter le foncier pour en avoir une sécurité dans l'accès qui va se traduire par un investissement productif en termes d'irrigation, de drainage, d'amendement et d'amélioration en continu de la fertilité du sol. Et donc, inversement, ces capitaux qui ne sont pas mobilisés dans le contrôle du foncier peuvent être utilisés dans du capital productif, qui vont permettre d'améliorer la productivité du travail de l'agriculteur en se modernisant. Enfin, le quatrième point est celui donc et donc plus à l'échelle macro, celui de considérer qu'une politique qui se donne les moyens de jouer sur l'allocation des terres peut potentiellement être plus performante que le marché, pour une situation dans laquelle le mieux doté à un instant donné pourra prendre le contrôle des plus grandes surfaces. Et ceci semble d'autant plus justifiable dans un contexte où le soutien de la PAC passe par le foncier. Aujourd'hui, les subventions sont quasiment proportionnelles au nombre d'hectares. Donc on a créé une distorsion dans la demande de foncier. Et on voit aujourd'hui des stratégies d'agrandissement où le leitmotiv principal n'est pas de chercher des économies d'échelle qui sont déjà largement atteintes et exploitées, mais surtout de pouvoir mettre la main sur de nouvelles subventions. Donc face à cette distorsion-là, on peut justifier et voire renouveler l'action sur le contrôle des agrandissements, ce qu'on appelle le contrôle des structures, ou qui s'appelait historiquement le contrôle des cumuls, avec des éléments d'histoire assez intéressants, toutes les polémiques dans les années 60 autour de l'acteur Jean Gabin qui achetait des fermes en Normandie à tour de bras et qui avait fait lever beaucoup de syndicats et qui avait donc été un événement qui s'était traduit par des politiques. Alors donc le cœur de ma présentation, on y est. Donc je vais vous présenter dans un premier temps pour chacun des deux piliers les éléments à retenir sur les dispositifs et du statut du fermage et du contrôle des structures, action de la SAFER, pour vous en extraire après la substantielle moelle en termes d'analyse économique, voire économie politique.
Donc c'est un papier qui est déjà paru dans la revue Pour, que j'ai retravaillé et qui va sortir aussi sous timbre Centre d'études et de prospective prochainement. C'est un papier on fait d'autres papiers où on essaie de mieux répondre au canon académique. Là, c'est un papier assez court, assez dense et voilà, qui n'a pas de prétention académique, mais l'objet est de pouvoir vous parler, de vous présenter rapidement les politiques agricoles via ce papier et de vous faire comprendre les enjeux de manière assez directe. Alors donc le statut du fermage, c'est une application directe du programme du Conseil national de la résistance. Il y avait dans les années 20 et 30 eu déjà beaucoup de débats politiques. Ça n'avait pas pu passer du fait du renversement du Front populaire, mais ça avait été programmé. Et il y avait déjà eu quelques éléments qui étaient passés, comme le contrôle des loyers. Je vais y revenir. Mais voilà, la transcription législative de ce besoin de protection des fermiers est intervenue dans l'immédiate après-guerre sous le ministre SFIO François Tanguy-Prigent, nord-finistérien du gouvernement de Gaulle. Donc en quoi consiste le statut du fermage? Donc tout d'abord des baux de long terme, 9 ans minimum, et qui sont tacitement reconductibles. C'est-à-dire que, et c'est le 5e point, que le propriétaire, à l'issue du bail de 9 ans, ne peut pas reprendre, ne peut pas mettre un terme au bail et remettre en concurrence des fermiers. Le seul moyen pour lui d'éviter la reconduction et donc le lancement d'un nouveau bail est de prendre lui-même l'exploitation des terres, ce qui impose qu'il établisse qu'il a un niveau de formation adéquat, qu'il habite sur les lieux de l'exploitation et qu'il soit lui-même actif dans l'exploitation. Donc on est quasiment sur des contrats à durée indéterminée, pour reprendre d'autres terminologies. Ce bail qui plus est va pouvoir être cédé au sein de la famille, et seulement au sein de la famille. Donc c'est la cessibilité du bail. L'autre élément est donc que les loyers sont contrôlés. Il y a des fourchettes de prix qui sont établies par département. Il y a eu pas mal de simplifications ces dernières années, mais les bases sont toujours là. Et donc il y a un système d'indices, comme sur ce que vous connaissez sur les loyers notamment, les loyers d'appartements. Qui est publié tous les ans et qui évolue en fonction du revenu agricole moyen. Et en 2010, sous la pression des propriétaires fonciers, cet indice a aussi intégré pour 50% ou 40% l'inflation. Ce qui a été un très mauvais calcul des propriétaires fonciers vu la hausse des prix sur la période. Des prix agricoles. Et donc pour la petite histoire, et c'est un élément assez important, ce contrôle des loyers avait été mis en place en 1942 sous Vichy, non pas pour éviter que les prix n'augmentent trop, mais au contraire pour s'assurer que les agriculteurs payent bien leurs propriétaires. Je m'explique, dans cette période troublée, l'accès aux intrants était compliqué, la main-d'œuvre également, et les rendements avaient sensiblement baissé. Grosso modo, on était autour de 10 quintaux l'hectare à l'époque. Et donc on avait fixé en 1942, sur une référence dite 1939, le loyer de la terre à 4 quintaux. Et donc on a, au sortir de la guerre, conservé cette base-là de 4 quintaux. Et du fait du progrès technique, on est monté à 60, 70, 80 quintaux. Il y a eu une réactualisation en 1975 à 6 quintaux. Puis il a fallu attendre le tout début des années 90 avec la réforme de la PAC pour mettre en place un système un peu plus déconnecté d'un équivalent. Donc c'était du fermage, donc c'était en fixe, mais c'était exprimé en valeur de production, en quintal de blé.
Donc vous avez compris que le poids de la rente a fondu comme neige au soleil du fait de ce blocage initié par les propriétaires fonciers et verrouillé pendant 40 ans. Alors, qui plus est, donc, il y a des indemnités d'éviction. Si le propriétaire reprend les terres, l'agriculteur, le fermier est en droit de reprendre le foncier. Pardon, le fermier est en droit de demander des indemnités. Voilà. Et dernier point, et non des moindres, si le propriétaire veut vendre, le fermier a un droit de préemption, donc il est prioritaire pour racheter et il peut même demander une révision du prix, s'il estime que le prix qui lui est demandé par le propriétaire s'éloigne trop de la moyenne. Je vais accélérer. Alors, les éléments d'analyse économique. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tout le dispositif du fermage se traduit par donner des incitations et un cadre incitatif de long terme pour investir dans la fertilité du sol. Je viens d'en parler, je ne redéveloppe pas. Donc il a aussi le mérite de pouvoir mobiliser les quelques capitaux de l'exploitant familial vers l'investissement productif et non vers le contrôle du foncier, donc qui en période de modernisation est un objectif de politique en soi. On peut dire aussi que le statut du fermage permet d'améliorer la distinction entre l'économique et le patrimonial. Tout comme le développement des sociétés et des personnes morales en agriculture. Aujourd'hui, quasiment 60 à 70% des surfaces agricoles sont exploitées par des ERL, des GAEC, des SCEA, et qui présentent un certain nombre d'avantages en termes de transmission de l'exploitation, en mettant une frontière entre le patrimoine de l'agriculteur et l'outil économique. Et on considère globalement que c'est positif à long terme en termes de transmission de l'exploitation. Donc, qui plus est, forcément, les prix de location de la terre sont contrôlés. On est en France autour de 150 € l'hectare, 150 € l'hectare par an, ce qui est nettement moins qu'un certain nombre de pays, notamment européens, qui connaissent une inflation très forte sur la dernière décennie. Et donc ce contrôle du prix de location a forcément un impact sur le prix de vente, dans la mesure où vous connaissez la rente ricardienne et la formule d'actualisation qui en découle. Et donc voilà, ça a aussi du coup un effet à la baisse ou en tout cas ça maintient un prix, ça peut éviter, on peut considérer que ça peut éviter aussi des erreurs d'anticipation et des bulles spéculatives en maintenant un prix du foncier autour entre 4 et 6 000 € l'hectare. 7-8 000 maintenant, un peu plus dans le bassin parisien, le nord bassin parisien. Voilà. Et le dernier point, un peu plus compliqué, on peut à la fois, il faut introduire un autre élément qui est la stratégie des acteurs, la stratégie des propriétaires fonciers. Le marché foncier est très étroit en France. On estime que 1,2 à 1,3% des terres s'échangent chaque année. Ce qui fait qu'une terre passe, entre guillemets, sur le marché tous les 80 ans. Et quand on compare ça avec l'autre mode de transfert qui est l'héritage, on voit bien que l'héritage prédomine le passage par le marché. Donc on a une circulation très lente du foncier. Parce qu'on a c'était des travaux qui avaient été conduits notamment par Jean-Pierre Boinon à Dijon. On a une préférence des propriétaires pour conserver leurs biens. On est très loin du cycle de vie de Modigliani, de la décapitalisation à la fin de la vie. Ça n'existe pas chez les agriculteurs. Et les anciens agriculteurs ou les anciens propriétaires, ils préfèrent mourir avec leur titre de propriété dans le cercueil. Voilà, ce qui fait qu'on a du coup, et vu que parallèlement
les fermiers, avec le statut du fermage, ont une stabilité quasiment équivalente à la propriété directe, pour eux, c'est un pis-aller que d'avoir à acheter le foncier. Ils ne souhaitent pas acheter le foncier. Leur situation de fermier avec un contrôle du prix de location est la meilleure position pour eux. Ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit hier par Hubert Cochet à une autre échelle avec les grands investisseurs. Ils préfèrent le système de fermage. Et du coup, si bien que on est arrivé à ce que j'appelle un problème de riche, qui est ce besoin de portage du foncier, de portage par des capitaux extérieurs dans le foncier de l'agriculteur qui se dit « j'ai 50 ans, je ne vais pas m'amuser à acheter du foncier, je suis très bien en locataire, donc pourquoi pas essayer de trouver des capitaux extérieurs ». Je reviendrai peut-être dans les questions sur ce point-là. Donc, si bien qu'on a, on a une circulation très lente et du fait du droit de préemption de l'agriculteur, l'agriculteur devient, j'aurais pu vous ressortir le graphique d'ailleurs, l'agriculteur devient propriétaire petit à petit au cours de sa carrière. On a sorti les chiffres du taux de location, du taux de propriété par rapport à l'âge de l'agriculteur et ça monte tout au long de la carrière. Donc si on considère qu'une réforme agraire, c'est un dispositif qui permette de faire en sorte que l'agriculteur devienne propriétaire ou en tout cas devienne l'ayant droit principal sur des terres, on peut considérer que ce dispositif-là permet une réforme agraire en continu par le marché. Je reviendrai sûrement dans les questions sur les limites un peu à cet archétype idéal type que je vous dresse là. Deuxième point, Philippe me dit qu'il me reste une dizaine de minutes. Ouais. 15. Le contrôle des structures et l'action des SAFER. Alors, donc chaque agriculteur, voire même propriétaire d'une terre, mais qui veut l'exploiter lui-même, doit demander une autorisation à la préfecture pour cultiver de nouvelles terres. Et cette demande est confrontée à différents seuils et la demande peut être refusée si on considère que la taille en termes de surface atteinte par l'agriculteur est excessive. Inversement, il y a aussi des seuils minima, c'est-à-dire que on va considérer que si une exploitation est trop petite, il ne faut pas donner l'autorisation, même si c'est un peu le paradoxe, même si l'agriculteur va commencer à cotiser au régime social sans que ça lui ouvre des droits. Donc il y a une sorte de taxe en fait aux petits propriétaires, aux petits exploitants en France, qui est sûrement à interroger. Autant dans les années 60-70, on pouvait penser qu'il fallait accélérer la modernisation et la restructuration. C'est le troisième point, ce compromis modernisateur qui a opéré dans les années 60-70, où concrètement on a incité à la restructuration au départ des agriculteurs âgés. On a fait en sorte de répartir leurs terres vers des jeunes agriculteurs mieux formés, tout en contrôlant la concentration excessive et l'accroissement. Donc autant dans ce compromis modernisateur, on pouvait sentir le besoin aussi d'avoir des tailles minimales, autant effectivement, et ça a été un des points de discussion au cours de la dernière loi agricole, on sent bien que voilà, vu les conditions économiques d'ensemble, vu la question de la pluriactivité, on voit bien qu'il y a peut-être un étau à desserrer de ce côté-là, même si effectivement il faut bien comprendre que le syndicalisme majoritaire, la FNSEA, n'aime pas la pluriactivité.
Donc voilà, donc les SAFER sont par excellence, le couple SAFER-contrôle des structures est par excellence l'outil du compromis modernisateur des années 60. Donc le but, bien évidemment, c'est de pouvoir opérer une allocation des terres meilleure que le marché. Donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, sur la justification, notamment par rapport à l'effet distorsif des aides versées en fonction de la surface. Et donc, bien évidemment, tout ce contrôle sur l'agrandissement est aussi un des leviers pour permettre le renouvellement des générations. Renouvellement des générations qui marche pas très bien. La pyramide des âges en agriculture est assez déséquilibrée. Le nombre d'agriculteurs de plus de 55 ans, j'ai plus exactement le chiffre, mais c'est plus de 45%. Et aujourd'hui, on compte qu'il y a en gros une installation pour 4 départs. Avec des différences en termes de système de production. Et c'est un peu une remarque assez intéressante, notamment une analyse intéressante de Bertrand Hervieux sur le sujet. Voilà, autant dans les années 70, on se disait que la modernisation en fait, allait conduire à une homogénéisation de l'agriculture. Et en fait, au contraire, la baisse qui se poursuit malgré 10 années de conjoncture favorable en agriculture, la baisse du nombre d'exploitations ne se traduit pas par une baisse de la diversité des exploitations, bien au contraire. Et on voit voilà, des mécanismes de ségrégation spatiale assez importantes entre des départements dans lesquels où il n'y a plus et j'anticipe la slide d'après, où il n'y a plus en fait de contrôle des structures de manière effective. Il y a des départements dans lesquels mes collègues qui sont commissaires du gouvernement dans des SAFER sont même pas au courant quand il y a des réunions des SAFER, quoi. On est dans certains départements français dans des états de non-droit. Enfin, on n'est plus en état de droit. Alors que dans d'autres départements, toute orientation syndicale confondue, il y a toujours des projets forts et une volonté forte de limiter l'agrandissement et de favoriser le renouvellement des générations. Donc des phénomènes de ségrégation spatiale qu'on commence un peu à poindre. Malheureusement, il y a pas énormément de travaux là-dessus, mais c'est une réalité. Donc voilà, concrètement, des disparités très fortes entre départements, en fonction des contextes locaux, va-t-on dire, avec des contournements qui ont même été officialisés dans la loi de 2006, où on a sorti un certain nombre de transactions qui n'étaient plus soumises à autorisation d'exploiter ou qui n'étaient plus soumises à l'action des SAFER, donc les SAFER qui vont préempter, qui vont, quand elles sont, toutes les transactions de foncier en France doivent être notifiées aux SAFER. Quand il y a un projet de cession, et donc là, on doit attendre le délai d'usage, ça doit être 3 mois, que la SAFER annonce ou pas qu'elle va utiliser son droit de préemption pour acheter à la place de l'acheteur pressenti et donc trouver un autre acheteur dans un délai d'au moins 5 ans. Donc il y a eu un certain nombre de dispositions depuis la loi de 2006 qui ont limité ces prérogatives-là. Sans parler de l'effectivité globale dans certains départements. Le deuxième point, sur ce premier point, donc il y a eu une volonté assez forte dans le cadre de la loi d'avenir, la dernière loi agricole, que de renforcer le pouvoir des SAFER et de remettre un petit peu d'état de droit dans ces sociétés anonymes, présidées la plupart du temps par un syndicaliste de la FNSEA, dont le fonctionnement est au niveau régional, mais toutes les décisions sont prises au niveau départemental, dans un comité technique départemental qui est une instance de la FDSEA locale. On estime aujourd'hui que dans 2 départements sur 3, les autres syndicats ne sont même pas tenus au courant des projets des comités techniques départementaux.
Et enfin, on est entre nous, on peut faire une parenthèse, on peut même voilà, se demander si on n'a pas des processus de ségrégation et je sais pas comment dire, voilà, où certaines populations sont concrètement exclues des dispositifs. Comment articuler les actions entre le droit de cultiver, le rôle des préfets via les autorisations de cultiver, et les actions sur la propriété via l'intermédiaire des SAFER. C'est un des enjeux aussi de la loi d'avenir, que de pouvoir faire monter tout ça au niveau régional, de manière à essayer de mettre une cohérence entre les deux dispositifs. Donc, si vous avez bien compris, d'un côté, le droit d'exploiter, c'est une décision sur le transfert du bail entre fermiers, alors que la SAFER, c'est une action sur le droit de propriété. Donc on joue sur deux droits liés. Autant que faire se peut que de jouer conjointement dans des instances qui au moins se parlent entre elles pour pouvoir avoir une vision globale sur l'avenir d'une exploitation avant le départ en retraite de l'agriculteur. Et ça a donc été une autre disposition de la loi d'avenir que, même si tous les éléments ne sont pas encore connus, que d'obliger l'agriculteur qui va partir à la retraite que d'annoncer 3 ans avant son départ le devenir de son exploitation. De manière à pouvoir anticiper les choses, en fait. Plutôt que de voir des droits se promener et hop, on agit sur un droit d'exploiter, hop, on agit sur un droit de propriété, plutôt de se dire, une exploitation, un exploitant va partir en retraite, donc il va y avoir des droits qui vont s'échanger. Anticipons et regardons les choses via la transmission de l'exploitation de manière globale. Alors, les deux derniers points de ma présentation sont sur des éléments les plus centraux, me semble-t-il, sur le compromis politique autour de la politique foncière. Tout d'abord, on assiste aujourd'hui à une inflation du montant des reprises. Alors le montant des reprises dans notre jargon, c'est le prix que l'agriculteur qui s'installe ou qui reprend une exploitation doit verser non pas au propriétaire, mais à l'ancien fermier. Donc ce montant des reprises qui intègre un élément qu'on appelle le pas de porte, donc qui correspond à la valorisation des éléments non marchands du capital d'exploitation. Ces montants des reprises augmentent considérablement et on estime qu'il atteint maintenant 1 à 2 fois le prix du foncier. Donc autant ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le caractère peu cher de la terre est un élément positif, mais malheureusement, à l'inverse, le prix des reprises explose. Est-ce qu'il faut y voir un effet du relâchement du contrôle des structures? C'est-à-dire que quand on a un contrôle des structures effectif, on enlève des demandeurs. On enlève des demandeurs potentiels. Donc forcément, s'il y a moins de demandeurs, ça a un effet sur le montant des reprises. Mais il y a aussi d'autres éléments à aborder et à apporter sur ce débat-là. C'est celui de la capitalisation des aides et des différents droits qu'on donne aux fermiers, qui vont en fait être valorisés par le fermier sortant et qui vont être portés, que va devoir acheter la protection que le nouveau fermier va avoir, il va devoir l'acheter à des montants très très significatifs. Et donc ça pose une question sur l'efficacité de la politique agricole, sur l'efficacité des subventions qu'on donne aux agriculteurs. Si les subventions, autrement dit, si les subventions qu'on donne aux agriculteurs se traduisent par un surenchérissement et une barrière à l'entrée supérieure et qui conduisent donc à la disparition d'exploitation, on a un gros problème d'efficacité de transfert, comme on dit dans le jargon économique. Si aider des exploitations agricoles conduisent in fine à leur disparition.
Alors, que dire là-dessus? Donc, on peut considérer que les subventions de la PAC, notamment les DPU, ne se capitalisent non pas dans le prix de la terre, mais elles se capitalisent dans le droit d'exploiter. Mais là, donc c'est un thème largement travaillé, notamment une thèse assez connue du côté de l'OCDE, qui est de dire que donc les subventions en général ne profitent pas à celui qui est ciblé, mais qu'elles vont profiter à d'autres. Malheureusement, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet-là, je pense que c'est davantage le démantèlement des politiques foncières qui est à incriminer et qui est responsable de la capitalisation en tant que telle. Et je pourrais redévelopper ces éléments-là dans les questions que les seules subventions, en fait. Et toutes les analyses sur l'effet des subventions sur le prix de la terre, en fait, ne prennent jamais en compte les régulations, les politiques foncières. Et en fait, tous les droits, toutes les aides diverses et variées, s'il n'y a pas de maîtrise, vont se capitaliser. Donc ce n'est pas spécifique à un type d'aide, mais c'est bien plus général. Donc on a là un problème qui va être aggravé par des politiques fiscales très accommodantes en France, où les plus-values, c'est technique, hein, mais les plus-values pour le cédant, donc ce qui se passe, c'est que l'agriculteur qui va partir à la retraite, il est incité à continuer à acheter des gros tracteurs, à avoir un gros parc matériel pour pouvoir valoriser sous forme de surévaluation des éléments marchands du capital d'exploitation ses pas de porte, c'est DPU qui lui ne peut pas vendre, il ne peut pas vendre les aides et les droits à aide. Donc il va investir au maximum jusqu'au bout, jusqu'à sa retraite, plutôt que de rentrer dans une phase de décapitalisation progressive. Pourquoi? Parce que la politique fiscale l'incite à faire ça. Et aussi pourquoi? Parce que, concrètement, parce que les plus-values en cas de cession d'exploitation ne sont pas taxées dès lors que le chiffre d'affaires est en dessous d'un seuil, mais rien de plus facile que de faire baisser un chiffre d'affaires une dernière année d'exploitation. Et de l'autre côté, le preneur, notamment l'agriculteur qui est déjà en place, va pouvoir alimenter un schéma de défiscalisation en amortissant, c'est l'exemple, c'est le totem au ministère de l'Agriculture, c'est la vieille charrue rouillée sous le tas d'orties au fond de la cour qui devient d'un seul coup de l'or et qui va se négocier à prix d'or. Et donc il va racheter cette vieille charrue-là et il va l'amortir. Donc la fiscalité va inciter à l'inflation des reprises et donc à la disparition d'exploitation. Dans d'autres pays, pour avoir regardé ce sujet-là, les choses sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus encadrées, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, où ils raisonnent de manière complètement différente et beaucoup plus économique. Et voilà, et autant on pouvait dire quand les agriculteurs n'avaient pas il n'y avait pas de retraite, on pouvait leur faire une petite fleur en ne fiscalisant pas les plus-values. Voilà, cette disposition a quelques décennies, peut-être réfléchir à la faire évoluer. Enfin, mon dernier point est que, et l'idée centrale du papier est celle que les deux piliers vont de pair et que si le deuxième pilier continue de s'effriter, il y aura une remise en cause du premier pilier, une remise en cause du statut du fermage, dans la mesure où les prérogatives des propriétaires, des nombreux propriétaires, des 5 à 6, 7 millions de propriétaires, la limitation de ces prérogatives-là ne sera plus considérée comme justifiée par la société. Dit autrement, prenons un exemple peut-être caricatural. Voilà, s'il y a deux exploitations, une qui a 200 hectares qui reprend celle qui a 100 hectares, tout se passe par, ou presque par entre eux. Le propriétaire n'a pas grand-chose à dire. On va pouvoir refaire une société de celle qui va être reprise, et puis celui qui la reprend va racheter des parts dans la société. Et bref, le propriétaire qui a
qui a 4-5 hectares, à moins de la reprendre lui directement, lui ou ses enfants, est bloqué et ne peut pas potentiellement allouer ses terres à d'autres formes d'agriculture, par exemple. Donc il y a vraiment tout un compromis politique, à mon sens, qui tient, et les prérogatives aujourd'hui, la limitation des prérogatives des propriétaires a pour contrepartie le fait que les pouvoirs publics, via les SAFER et le contrôle des structures, se donnent le moyen de faire mieux que le marché. Et si le dévoiement de certains instruments conduit à faire pire que le marché, on peut penser que le compromis politique pourrait être renversé, à moyen ou à long terme. Donc voilà, j'en ai fini. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions de compréhension. J'essaie de ne pas trop être techno. Mais voilà, merci pour votre attention, et un certain nombre de points seront traités pendant les questions. Merci Frédéric. Donc effectivement, c'est assez exotique par rapport au type de questionnement qui concerne la majorité d'entre nous, parce que on a là des politiques extrêmement sophistiquées visant à consolider, renforcer une agriculture familiale et à contrôler les effets de marché, alors qu'on est au contraire dans la plupart des pays dits en développement dans un contexte de démantèlement de tous les dispositifs de soutien à l'agriculture familiale, et du point de vue des politiques foncières, dans un accent qui est mis sur la formalisation des droits de propriété, ou la formalisation des droits fonciers, avec d'une part un accent sur la propriété, la possession, et pas les droits d'exploitation, qui est une vraie question, parce que s'il s'agit de promouvoir le développement agricole, évidemment c'est la sécurisation des droits des producteurs, des droits d'exploitation qui est l'enjeu principal. Et là, vous aurez noté, les agriculteurs ne souhaitent pas acheter le foncier, ce qui pose, qui est un contraste quand même assez frappant et assez intéressant. Et puis, formaliser la propriété, on s'intéresse à une situation existante, on favorise éventuellement le marché foncier, donc on ne se pose pas la question de la répartition des terres et d'éventuelles corrections à amener à la répartition des terres, voire la promotion du marché dans des situations de faiblesse monétaire des petits producteurs, a toutes les chances d'accroître les inégalités sur la propriété, quoi. Donc c'est ce contraste-là me semble particulièrement intéressant à réfléchir par rapport effectivement à une politique qui visait explicitement au contraire à contrôler, à renforcer les droits des exploitants au détriment des propriétaires non exploitants, à favoriser l'accès à la propriété foncière pour les exploitants, et à intervenir de façon volontariste sur la répartition des terres. Et vous voyez la somme des instruments, des mesures, des dispositifs que cela implique. On notera aussi que les problèmes d'effectivité des politiques, de diversité des pratiques selon les régions, des enjeux politico-économiques locaux qui modèlent la mise en œuvre concrète des politiques existent aussi en France, et avec un appareil bureaucratique, administratif aussi sophistiqué. Et tu nous as dit à plusieurs reprises, effectivement, parler des objectifs politiques de cette politique et les compromis que ça induit, parce que eh bien c'est des compromis entre urbains et ruraux. Tu l'avais pas dit, mais un des objectifs, c'était aussi avec les politiques de soutien au prix, c'était d'assurer aux agriculteurs un revenu au moins équivalent au monde ouvrier, ce qui n'était pas le cas auparavant, équilibre entre propriétaires et exploitants, donc vraiment des objectifs politiques et des compromis politiques qui sont derrière. Puis on notera aussi toute la réflexion fine sur les effets économiques des politiques et les différents effets directs, indirects, attendus, inattendus de ces politiques, quoi.
Alors Karen Rousseau, moi je suis doctorante au CIRAD. Évidemment, je travaille pas du tout sur ces questions, mais ce qui m'a intéressé dans votre présentation, c'est l'aspect inégalité dont vous avez parlé quand vous parliez du fonctionnement de la SAFER et de la mise en place concrète de ces politiques sur les territoires. Notamment, ce qui m'intéresse, oui, c'est ces enjeux de pouvoir, ces jeux de pouvoir locaux et puis peut-être nationaux qui se déclinent au niveau régional et local. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille sur ces enjeux-là au ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'il y a des sociologues qui travaillent sur ces travaux, sur ces enjeux d'inégalité et sur le fonctionnement de la FNSEA aussi, qui, j'ai l'impression, a une tendance monopolistique, qui s'auto-alimente aussi avec des phénomènes peut-être un peu pervers où les agriculteurs sont obligés d'adhérer à la FNSEA quand ils sont au niveau des jeunes agriculteurs pour avoir accès à des aides, parce que la FNSEA est assez, peu noyautée des instances locales. Alors c'est peut-être un peu caricatural, mais est-ce que aussi il n'y a pas une inertie du passé où ce syndicat a eu un grand rôle dans la modernisation de l'agriculture en créant des groupements agricoles locaux qui ont été un maillon de transmission des innovations agricoles, et aujourd'hui est-ce que ça pèse pas sur le fonctionnement local? Est-ce que ça entraîne pas des distorsions justement dans les politiques dont on parlait dans cette présentation? Voilà, je voulais savoir s'il y avait des travaux qui se faisaient là-dessus et dans quelle mesure la partie lobby au niveau national est un frein à la recherche sur ces questions-là ou pas. Pour continuer sur, y a-t-il des travaux sûrs? Est-ce qu'il y a des travaux qui font apparaître qui explicitent ces situations de tenure inversée, donc avec des analyses sur structure de la propriété cédée en FVI versus structure des superficies exploitées par les preneurs. Donc, est-ce qu'on a des éléments permettant de quantifier ce phénomène-là dans le contexte français? Autre question sur les travaux en cours. Est-ce qu'il y a des analyses accessibles qui décrivent et analysent ce que tu as présenté en termes de contournement et d'effectivité ou ineffectivité de la politique de structure? Parce que ça, je pense que ça intéresse beaucoup d'entre nous. Et donc, s'il y a des travaux là-dessus, a priori, on est preneur. Maintenant, en termes de questions, tu n'as pas évoqué en présentant le statut du fermage, la question du métayage. Et donc, la conversion possible ou facilitée du métayage au fermage. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, voir quelle a été l'incidence de cette loi sur cette dynamique-là, donc non pas en termes de FVI versus FVD, mais en termes de pratiques contractuelles au sein du FVI. Première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'importance du marché. Et tu évoquais le fait que, globalement, on avait des transferts via l'héritage. Mais je pense qu'il y a quand même, de fait, des transferts, en tout cas monétaires, au sein des familles. Non, enfin, lorsque les co-héritiers doivent racheter, lorsque l'exploitant rachète les parts des co-héritiers non exploitants. Enfin, j'imagine. Hein, et du coup, est-ce qu'on peut analyser, enfin, s'il y a effectivement ces transferts, est-ce qu'on peut les analyser en termes de transferts marchands? Est-ce que du coup, l'ampleur du marché n'est pas beaucoup plus importante que ce qui apparaît quand on regarde des transferts extra-familiaux? Oui, merci. C'est un exposé qui pose énormément de questions du point de vue de l'enchâssement politique des politiques. Et moi, j'ai une question, enfin, des questions quant à la longévité de ce compromis politique autour du statut du fermage. En particulier, si on tient compte des transformations profondes de la société rurale et du déplacement du centre de gravité démographique, et on pourrait s'attendre politique en faveur de catégories sociales qui ne sont pas des exploitants agricoles. Alors, comment expliquer la longévité de ce compromis alors que la société rurale est devenue majoritairement non agricole, que ses intérêts se situent très largement hors de la sphère agricole, en particulier au regard de tas de questions qui ont trait aux aménités environnementales, etc., qui questionnent fortement le modèle.
On voit bien comment la FNSEA a réussi à s'enquister dans certains appareils administratifs au niveau national et puis éventuellement au niveau local, mais voilà, c'est comment ces compromis se maintiennent, y compris au niveau local, quoi. Bonjour, moi je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montpellier 1 et je travaille sur l'Ouganda, donc pas du tout sur la politique foncière agricole en France. Donc d'abord merci parce que j'étais relativement ignorante, donc j'ai appris beaucoup de choses. 2 questions. Vous avez évoqué le fait qu'en France on était relativement en retard sur la protection des exploitants par rapport à l'Angleterre et au Danemark. Donc sans vous demander une étude comparative, peut-être nous dire 2-3 mots sur l'Angleterre et le Danemark, peut-être juste travaillant sur une ancienne colonie britannique, peut-être, voilà, ça pourrait être intéressant, pour moi notamment, et j'espère pour les autres. Et deuxième point, je n'ai pas bien compris, donc l'inflation du montant des reprises, donc peut-être nous dire 2-3 mots de plus là-dessus, ça daterait de quand, nous donner des explications quant à cette inflation. Donc voilà, peut-être 2-3 mots supplémentaires sur cette question-là. Voilà. Sur les questions de travaux, sur les enjeux de pouvoir au niveau local, et des travaux très intéressants faits précisément sur les SAFER par Yannick Sansébé, sociologue à Dijon, et qui va même jusqu'à questionner sur la volonté de non-reproduction sociale de l'agriculture familiale en France. Autrement dit, comment une catégorie sociale décide sa disparition. C'est assez intéressant, je pense, d'aborder par là cette question-là. Alors, c'est tout l'intérêt de l'agriculture familiale et du logo que je vous ai placé sur le PowerPoint, c'est que vous pourrez regarder quelles sont les institutions, les organisations qui vont organiser ou pas des événements sur l'agriculture familiale cette année. Vous aurez déjà un premier élément. Et l'autre élément, c'est qu'on a dressé, c'était un discours très fort au milieu des années 2000, juste avant la crise de 2007-2008, où justement on utilisait l'argument des faibles prix et de la nécessaire restructuration pour mettre en avant un modèle d'exploitation à 8 salariés. Pourquoi pas 10, pourquoi pas 5, je ne sais pas, mais ça a été, il y a des écrits, des motions dans différentes structures syndicales qui ont mis ça en avant. Et voilà. Mais voilà, au-delà de Yannick Sansébé, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose dessus. Voilà, il y a aussi dans certaines institutions de recherche où il y a beaucoup de ramifications de certains intérêts agricoles qui empêchent pas mal de traitements du sujet structure, par exemple. Regardez sur les terrains agricoles français qui s'intéressent à la question des structures, qui s'intéressent à la question des politiques foncières. Là, cette année, sur l'agriculture familiale, on voit bien que c'est davantage le CIRAD qui a sorti et qui s'est mobilisé sur ce sujet-là. Dans d'autres institutions, c'est beaucoup plus compliqué du fait d'un côté d'un certain désinvestissement et de l'autre côté de l'internalisation de certaines craintes ou de certaines contraintes, pour le dire ainsi. Sur la tenue inversée, faire valoir indirect, donc c'est effectivement ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'appariement entre le cadastre et le RPG, là, les parcelles exploitées, donc avec une approche géomatique. Ça marche pas mal. Les données au niveau cadastre sont très bonnes. C'est propre. On le fait pour l'instant sur 4 départements. Nord-Pas-de-Calais, Oise, Mayenne, Charente-Maritime. Donc plutôt grand quart nord-ouest, très grand quart nord-ouest. Mais voilà, potentiellement, la méthode pourra être élargie. Mais voilà, déjà dans l'enquête de 92, on y est déjà à la tenue inversée en 92.
Et voilà, et on est sur du temps long, hein. Les évolutions sont très longues. Même si on observe des choses intéressantes, je fais juste une parenthèse là-dessus. Il y a des pratiques fiscales intéressantes et l'imagination et le pouvoir dans les centres de gestion où en fait ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient amortir l'usufruit. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de sociétés d'exploitation qui achètent du foncier maintenant, alors qu'elles ne sont pas faites pour ça. Dans l'archétype, on a des sociétés d'exploitation d'un côté et des sociétés de portage SCI, GFA. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, notamment dans des grands vignobles, ça s'est développé dans le Champagne, au milieu des années 2000, quand le prix de la terre était à 600 000 € l'hectare. Pour racheter ça, c'était compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font acheter par leur société l'usufruit, 69% de la valeur, ils l'amortissent, et au bout de 30 ans, ça revient au patrimoine, ça revient à la nue propriété qu'ils gardent en patrimoine individuel. Et donc ils avaient des problèmes de prix de la terre assez importants, donc ils ont trouvé cette parade fiscale-là, qui est légale, hein, qui est dans les textes. Et depuis, le prix de la terre, il a presque doublé. Ça, c'est une constante, hein. Quand on dessert la contrainte de crédit, ça part en rente, hein. Ça part en capitalisation, et ça part en prix de la terre. Contournement, non, il n'y a pas de travaux. Contournement, effectivité, il n'y a pas de travaux, hormis ce qu'on peut constater en termes d'effets et de ségrégation spatiale. Et pourquoi dans certains départements on continue à installer et pourquoi dans d'autres départements on n'installe plus ou beaucoup moins. Donc ça c'est visible au fur et à mesure. Les chiffres existent. Mais après, voilà, pour rappeler et pour faire le lien avec une question à venir, il y a des départements où le compromis de reproduction sociale de l'agriculture familiale est maintenu et on continue à vouloir installer. Donc c'est pas tant étiquette FNSEA que pas FNSEA. Il y a des départements dans lesquels les FDSEA locales ont encore ses principes et ses volontés. Et dans d'autres où elles ne l'ont plus. Voilà, sachant que il n'y a pas que cette structure syndicale, il y a une influence très forte de la SAF, Société des agriculteurs de France. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du syndicalisme agricole, mais voilà, au XIXe siècle, 1860, a été créée la Société des agriculteurs de France, qui était plutôt d'orientation royaliste, on les appelait les hobereaux, paysans en main blanche. Et l'ancêtre de la FNSEA, c'était le boulevard Saint-Germain, c'était les Républicains en 1880 quelques. Et donc, dans l'histoire du syndicalisme agricole, c'est des grandes dates. Et donc, la SAF c'est intéressant d'un point de vue Sciences Po. D'un côté, ils se veulent ils ont un discours très progressiste sur l'environnement. Par contre, sur les questions de foncier, ils sont bien ancrés dans leur histoire. Et ils ont donc une influence assez forte. Et donc voilà, il y a différentes structures au niveau local. Et les choses sont compliquées quand même. La FNSEA, il y a une section des fermiers et une section des propriétaires. Donc la section des fermiers de la FNSEA, c'est quelque chose de fort qui a tout ce bagage-là et qui le tient. Je connais pas précisément quels sont les départements qui sont les mieux représentés, mais voilà, on a un patchwork en France dont les couleurs vont se détacher petit à petit. Alors métayage, effectivement, très important notamment pour vos terrains. Donc le métayage en France n'existe plus que dans certains vignobles. Il y a eu donc le statut du fermage s'appelle peut-être toujours, je ne sais plus, dans le code rural, le statut du fermage et du métayage. Mais il y a eu une disposition dès 1946 qui a permis la conversion automatique du métayage en fermage. Et tous les agriculteurs l'ont utilisé.
mis à part quelques vignobles, pour des raisons que je ne maîtrise pas complètement. Il y a une anecdote assez intéressante là-dessus sur le Beaujolais. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est assez marrant. Pourquoi il y a du Beaujolais nouveau, ce poison dont on nous bassine un certain 3e jeudi d'octobre. En fait, c'est que donc c'est des zones dans lesquelles les agriculteurs sont en métayage essentiellement, et en fait les propriétaires historiques sont absentéistes, pour reprendre la terminologie que vous connaissez. Et du coup, ils n'ont aucune structure et ils sont encore payés en nature. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe après la vendange? On presse, et puis si on n'a pas d'infrastructure et qu'on est payé en nature, on vend le plus vite possible. Donc les process de vinification les plus rapides, pas forcément les plus qualitatives, sont les bienvenus. J'espère que j'étais assez diplomate. Et pour revenir sur le fond, c'est intéressant, et ça c'est un truc que j'avais vu donc Stiglitz, forcément vous connaissez, sur le modèle fermage versus métayage. Et c'est intéressant de voir ce que Stiglitz a dit lui-même du métayage comme arrangement suranné, voire une trappe au développement. Dans le Palgrave en 87, je l'ai repris dans l'article sur le fermage. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une question qui s'est posée hier aussi, le métayage. Dans la session là, sur le collègue qui a parlé du planté partagé là, hier matin. Le métayage, au final, quand il n'y a pas du tout de capital apporté par l'agriculteur, c'est une forme de rémunération du travail, ni plus ni moins. Alors que là, dans l'exemple du cacao, là, dans le nord-est de Côte d'Ivoire, la question c'est de savoir quel était le coût de la plantation de cacao. Est-ce qu'il y avait un vrai coût, ou si on pouvait simplement faire du marcottage ou que sais-je. Et voilà, s'il n'y a pas de capital apporté, c'est juste une rémunération du travail, le métayage. C'est pas un contrat d'exploitation, à mon sens. Voilà. Alors sur les cohéritiers, attention, il faut bien distinguer le transfert du foncier du transfert du droit d'exploiter. Là, ma question, en fait, ça concernait plus spécifiquement les cas où il y a héritage dans la famille par quelqu'un qui reprend. Qui reprend l'exploitation. Ouais. C'est une exploitation qui est en fervolar direct. Ouais. Et puis il y a une reprise par un héritier. Ouais. Qui rachète les parts des autres. Ouais, j'ai bien compris. C'était ça. Ouais, j'ai bien compris. Alors donc concrètement, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'il y a une dissociation très forte entre le transfert du droit d'exploiter et le transfert de propriété. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un enfant s'installe? Il rachète le capital d'exploitation ou une part du capital d'exploitation via des parts dans une société. Il les rachète à qui? Il les rachète à ses parents. Donc là, les parents sont encore vivants. Et ils partent à la retraite, au moment où ils partent à la retraite, ou un peu avant, vu les écarts de génération. Donc ça, c'est de l'argent qui va être pour la génération précédente. D'accord? Ouais, vu en plus l'allongement de vie. La question des cohéritiers se produit au moment du décès des parents et qui ne sont plus agriculteurs depuis longtemps. Donc là, c'est leur patrimoine, c'est le droit de propriété qui va jouer. Même si, comme je l'ai dit, ils sont de moins en moins propriétaires. La formule, c'est que les terres agricoles sortent des familles agricoles, non pas par la vente, mais par la sortie des familles de l'agriculture. Donc pour ces questions de cohéritier, etc., il y a des indivisions, puis des structures collectives, style GFA, qui permettent la transition et qui s'inscrivent donc dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la distinction entre le patrimonial et l'économique,
qui permettent de sécuriser un tant soit peu les choses, même si une transmission, c'est toujours très très compliqué, et c'est pas parce que c'est dans une famille que tout le monde est d'accord. Hein. En termes de sociologie, des familles, c'est pas bisounours-land. Hein. Donc il faut distinguer capital et foncier absolument. Voilà. Alors sur enchâssement, fin du compromis. Alors bon, il y a un effet conjoncturel. Il y a là les prix agricoles qui sont bons depuis très bons depuis 2007, sauf le trou de 2009-2010, et voilà, généralement assez bon depuis 2003. Est-ce que ça va durer? Personne ne le sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une loi en économie agricole qui fonctionne toujours, hein, c'est l'inélasticité de la réponse de l'offre au prix. Quand les prix sont élevés, tout le monde reproduit, tout le monde trouve des nouvelles terres, remet des intrants, etc. Et donc l'offre repart très vite. Par contre, quand les prix baissent, on continue à produire, parce qu'on perd moins d'argent en continuant à produire plutôt qu'à ne pas produire. Donc surcapacité et donc crise qui peut durer longtemps. Là, les stocks mondiaux sont largement reconstitués là, depuis 2 ans. Là, enfin, là, cette année-ci, on refait une récolte record. On va atteindre les 1000 millions, donc le milliard de tonnes de maïs par exemple. Enfin, c'est du jamais vu. Depuis le début de la crise 2007-2008, on est quand même sur du plus 20% en céréales, hein, en volume au niveau mondial. Donc même si la demande augmente et qu'on gaspille toujours autant, il y a quand même des stocks qui se refont. Donc bref, donc il y a un effet contexte. Certes, sur ce que tu as dit sur le différentiel urbain-rural, même si, enfin, oui, sachant que effectivement les héritiers des anciennes familles d'agriculteurs, ils sont de plus en plus urbains. Voilà. Voilà, faut bien comprendre que, et c'est ça, c'est vrai que je l'ai pas dit là, mais je l'ai écrit par ailleurs, c'est que autant les propriétaires des années 90-2000 qui étaient devenus fermiers, qui étaient devenus propriétaires parce que précédemment fermiers dans les années 60-70, et ils sont devenus ils sont devenus propriétaires grâce au statut du fermage. Ils sont passés de l'autre côté du miroir, donc ils ont pu conserver une certaine intégrité en se disant qu'ils n'allaient pas non plus balayer un dispositif qui leur avait servi. D'accord ? Mais la question est, que vont faire leurs héritiers ? Donc il y a des questions de solidarité intergénérationnelle et voilà, et de l'effet de la sortie du foncier par la sortie des familles de l'agriculture qui va se poser. Alors des éléments sur ce compromis, sur pourquoi ce compromis tient, pour beaucoup, c'est complètement le centre du papier. Pour beaucoup, voilà, tout ce qui contrôle les structures, etc. Il y a des discours entrepreneurial très très libéral sur le sujet. On est confronté à la concurrence internationale. Il faut qu'on puisse s'agrandir. Enlevez-nous toutes ces contraintes-là qui sont des handicaps à notre compétitivité. Donc ça, ce discours-là est hyper rodé. Et quand à ces mêmes interlocuteurs-là, vous leur posez la question, alors est-ce qu'il faut libéraliser aussi le prix de location de la terre? Là, ils sont un peu plus réticents. Donc il y a cette contradiction interne qui maintient aussi, dans ce sens-là, on le voit comme une contradiction interne dans le discours pro-entreprise et libéral. Je suis intervenu au Conseil économique et social il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là. Il y avait un représentant de la coordination rurale. Son discours était complètement celui-ci. Et en gros, voilà, quand aujourd'hui dans certains coins de la Corn Belt aux États-Unis, on est quasiment à $500 l'hectare.
Donc d'avoir un prix de location de la terre encore à 150 €, en France, il est content, quoi. Et c'est vrai qu'on peut aussi le voir d'un point de vue compromis entre on a un coût du travail assez élevé en agriculture. Enfin, c'est un déterminant assez intéressant pour comprendre l'évolution des structures en France et l'évolution de l'agriculture française. C'est que d'un côté, on a du foncier pas très cher et de la main-d'œuvre chère. Et donc, c'est un déterminant assez important pour comprendre l'évolution des structures et des systèmes de production. Voilà. Et puis, donc, sur la dernière question sur comparaison, on est en train de sortir l'article, là, il va sortir chez nous dans notre revue, Notes et études socio-économiques. Concrètement, et c'est Johan Swinen qui avait pas mal travaillé là-dessus, et qui avait donc montré qu'en Angleterre, dès la fin du 19e et sur tout le 20e, il y a eu des politiques très fortes. Et c'est vrai que si on s'arrête à ce qu'on connaît tous, les Corn Law, Ricardo, les industriels qui ont mis à bas les barrières douanières pour payer moins cher leur main-d'œuvre, paf. Il y a toute une histoire agricole et politique très forte autour de ces questions-là en Angleterre. Quelques éléments là-dessus. En Angleterre, aujourd'hui, encore maintenant, il y a des baux qui se transmettent à 3 générations. Sur 3 générations. Enfin, donc l'image qu'on aime bien cultiver en France de le libéralisme triomphant britannique peut être reconsidéré aussi là-dessus, même si au milieu des années 90, et c'est ce qu'on développe dans le papier, il y a eu un vent assez fort de libéralisation des politiques foncières, et c'est notre thèse, qui est aussi et surtout ce qui explique l'inflation des prix du foncier partout en Europe. Un autre élément important, j'ai déjà glissé rapidement lundi, c'est la taxation des héritages agricoles par les non-exploitants. Enfin, vous lisez du Churchill 1910 là-dessus, c'est hardcore, quoi. C'est l'euthanasie du rentier à la Keynes avant l'heure. Hein. Et donc ils ont taxé les héritages de foncier. Alors il paraît qu'il y a une série, c'est un collègue qui m'a dit ça, je ne la connais pas, Downton Abbey. Ça dit quelque chose. Et donc il paraît que c'est un peu ça. C'est une famille qui est en déclin parce qu'elle se fait taxer. Bref, mais je connais pas plus. Il y a un article à faire là-dessus, sur comment on explique la politique. Et donc voilà, ils ont taxé progressivement, ça a augmenté jusqu'à 60% en 1939. Quoi. Et donc il y a eu une réforme agraire en Angleterre à la première moitié du XXe siècle. Le taux de faire-valoir direct est passé de 10 à 50% en 40 ans. C'est énorme, c'est énorme. La terre a été transférée à ceux qui les exploitent. Et on a dit, vaut mieux que les... Alors, et c'est intéressant de sortir de l'agriculture 2 minutes parfois. On peut penser d'un point de vue économique général que les capitaux de ces familles-là, vaut mieux qu'elles les emploient ailleurs, quoi. Plutôt que de pomper le secteur productif, quoi. Comment ? Ça dépend à quelle période, mais ça a évolué, paraît-il. Enfin, je sais pas si c'était complètement une boutade. Donc voilà, d'autres éléments sur l'Allemagne qui sont assez intéressants aussi. En fait, ils avaient historiquement de l'héritage inégalitaire dans le Nord, plutôt dans une influence protestante. Et ça s'est progressivement étendu à l'ensemble du pays comme étant un moyen d'assurer la stabilité des exploitations, notamment en Bavière, où il y avait plutôt d'héritage égalitaire initialement. Donc, et c'est un truc important à comprendre, notamment aujourd'hui avec ils sont davantage en propriété directe en Allemagne de ce fait. Et il y a des régions, et j'ai une anecdote là-dessus, il y a des régions en France aussi, c'est toujours le cas, Pays Basque, Alsace notamment,
où voilà, donc en Allemagne concrètement, et donc là il n'y a pas dissociation, donc les co-héritiers, il n'y a pas de dissociation entre le capital d'exploitation et le foncier, et donc le fils qui reprend, le fils ou la fille qui reprend, et ils reprennent ils doivent verser 20 ou 25% du prix. Et par contre, ils s'engagent, si ils arrêtent et qu'ils revendent, ils doivent payer les co-héritiers en cours de route, plus assistance aux parents. Donc ça a été voulu comme étant un dispositif pour conforter l'économique par rapport aux sources de déstabilisation liées au patrimoine. Et donc dans l'anecdote, voilà, en Alsace. En Alsace, il y a des représentants syndicaux assez imminents. Il y en a même un qui est devenu président du Parlement européen, un agriculteur. Et je me souviens très bien avoir assisté à une instance de la Société des agriculteurs de France. Ils étaient vent debout, statut du fermage, etc. Donc Joseph Daul, agriculteur, ancien agriculteur, ancien syndicaliste agricole et homme politique maintenant, a expliqué en quoi, lui, le fait d'avoir l'héritage inégalitaire par rapport à ses collègues qui avaient du mal ça avait été un facteur très intéressant et en creux, ça justifie qu'en France, effectivement, là où on reste en héritage égalitaire, on essaie d'adapter des dispositifs pour que les capitaux ne soient pas mobilisés que pour contrôler du foncier. Voilà, et dernier point sur l'inflation des montants de reprise. Alors oui, c'est un sujet compliqué, on peut l'aborder autrement. En gros, le prix de location de la terre, c'est 150 €. Vous faites le calcul d'actualisation à 2%, vous arrivez à 5 000 €. Le DPU, ça va baisser un peu, notamment pour les plus grosses exploitations, c'est 250, plutôt 300 €. Vous l'actualisez à 2%, vous avez 10 000 €. Donc aujourd'hui, concrètement, la valeur des exploitations, c'est ces chiffres-là, et donc on achète le droit qu'on va recevoir. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est de faire des comparaisons avec d'autres secteurs. Un médecin qui rachète une patientèle, c'est 25% du chiffre d'affaires annuel. 25% du chiffre d'affaires annuel. En agriculture, l'équivalent du pas de porte, de la patientèle, c'est 10 années de chiffre d'affaires. Donc ça marche, ce mécanisme-là, en agrandissement à la marge. Si tous les ans, vous pouvez racheter 2-3% de votre exploitation, pof, vous, c'est du coût marginal. Enfin, vous êtes au coût marginal. Donc vous pouvez y aller. Mais s'il faut reprendre une exploitation from scratch, assez grosse déjà, et que vous n'êtes pas riche, maintenant, pour devenir agriculteur, il faut déjà être millionnaire. Ouais, c'est juste une demande de précision. Quand un exploitant veut agrandir la terre qu'il cultive, vous avez dit qu'il devait demander une autorisation à la préfecture. Vous avez parlé des seuils, il ne fallait pas que ce soit trop grand ni trop petit. Je voulais juste des précisions sur les seuils, si c'était absolu, relatif, quels étaient les critères. Dans les territoires périurbains soumis à la pression urbaine, l'apparition d'usage de la terre beaucoup plus rémunérateur que l'agriculture entraîne donc une reprise de pouvoir des propriétaires. Et il y a des exemples de contournement de la politique des structures, développement d'arrangements informels. Moi, j'ai participé à des études qui ne sont pas quantitatives, mais plutôt qualitatives, autour d'Aix-en-Provence ou près de Chambéry ou ailleurs. Et donc là, il y a vraiment des exemples très, très nets, très importants de ce contournement de la politique des structures et de la mise en cause de la pérennité du compromis qui permettait donc la durabilité de l'agriculture familiale. Oui, François Jarry, je voulais aller exactement dans le même sens qu'Anne-Marie, c'est-à-dire qu'effectivement, merci pour votre exposé où vous montrez bien comment ces outils de la politique foncière agricole, ils sont remis en cause de l'intérieur dans certaines régions, mais qui ont des caractéristiques bien particulières, fermage dominant, céréaliculture ou culture agro-industrielle donnant droit à prime.
plus on va dans le sud, donc effectivement, nous, en travaillant dans des régions comme Montpellier, ces outils de régulation foncière agricole, ils sont remis en cause de l'extérieur par la rente foncière d'urbanisation. Et sur les deux franges, parce que je dirais dans les zones rurales, avec le développement de l'économie résidentielle et touristique, on a aussi d'autres attaques sur la régulation des structures. Donc c'est vraiment des problématiques très, très différentes. Oui, très brièvement, vous avez évoqué en introduction les agricultures familiales, vous avez conclu dessus, vous avez répondu partiellement. Est-ce qu'on a une représentation à la fois précise et partagée de ce qu'est l'agriculture familiale en France, parce qu'on en parle beaucoup pour les autres. Dans l'imagerie, bon, l'agriculture familiale, c'est l'attelage de mulets, de bœufs, etc., qu'on a connu pour certains d'entre nous dans notre enfance. Mais est-ce qu'une SCAE qui a agrégé 10 exploitations dans un village avec des sociétaires familiaux fait partie de l'agriculture familiale? Et si le cadet de cette famille part dans une autre région du bassin parisien, est-ce que c'est toujours de l'agriculture familiale? On pourrait faire les mêmes comparaisons en milieu viticole. Alors, en combien de secondes? Alors sur les seuils, donc c'est décliné au niveau de chaque département, mais c'est en train de changer. L'ancien dispositif, c'était la SMI, surface minimum d'installation. Et donc après c'était des multiples, donc au-dessus de 2 SMI, 3 SMI, 4 SMI, il y avait différents seuils et différents niveaux à respecter. Voilà, sur le périurbain, donc effectivement, je ne l'ai pas dit ici, mais voilà, l'intérêt des travaux sur le périurbain a permis d'en faire de retravailler les questions foncières. Et ça a été effectivement quelque chose qui s'est redéveloppé depuis une quinzaine d'années et 10-15 ans et qui est tout à fait salutaire pour retravailler les questions foncières. Je suis d'accord. Alors après, donc effectivement, il y a toujours certains disent le foncier agricole n'est pas assez cher et s'il était plus cher, ben on en gâcherait moins. Mais voilà, la réalité, elle est que la marche, elle est énorme. Entre les 5 000 € l'hectare de terre agricole et les 100 € le mètre carré de terrain constructible, enfin c'est du 0,5 à 100. On est sur des facteurs, on est sur du 200, un facteur 200. Donc forcément, c'est toute la problématique du zonage. C'est assez clair. C'est pas en faisant autrement. Et Gabriel Leca, ici présent, a travaillé sur ces sujets-là en thèse à une certaine époque. Donc il y a forcément cette. Alors après, sur le point où je suis un peu plus. Enfin, je pense malgré tout qu'en territoire périurbain, tout n'est pas constructible. Donc il y a toujours la question du devenir de terres agricoles, même en zone très périurbaine, enfin en zone marquée par une grosse influence de l'urbain. Voilà. La reprise de pouvoir des propriétaires, enfin le fermier, en cas de changement d'usage, il a plus de droits, hein, ses droits disparaissent. Le propriétaire peut vendre si son terrain devient un terrain à bâtir, les droits du fermier disparaissent, s'éteignent. S'installer ou s'agrandir, il y a des problèmes. Donc il ne recourt plus à la location, il recourt à des arrangements qui sont. Ouais, mais même le fermage stricto sensus, il s'efface en cas de changement d'usage et après c'est plus sur des installations classées quand il y a un élevage, etc., où il peut y avoir une protection de terres agricoles, même si elles sont en zone constructible. Bon, je suis moins expert de ces questions-là, mais en tout cas c'est sûr que voilà, il y a à continuer à creuser et il reste des terres agricoles dans les zones périurbaines quand même. Voilà, ce qui rend compliqué, enfin non, je rentre pas dans ce détail-là. Alors sur l'agriculture familiale, donc on travaille effectivement notamment sur base statistique, recensement agricole à la caractérisation. Pour en dire quelques mots très vite,
Donc effectivement, il n'y a pas de définition stable de l'agriculture familiale, et c'est plutôt même le but que dans chaque pays on puisse en décliner une. En France, ce qui fait plus débat, c'est la part du travail salarié dans le travail. Voilà, dans certains pays, dès qu'il y a du travail salarié, c'est plus de l'agriculture familiale. Dans d'autres pays, les styles États-Unis sont beaucoup plus lâches là-dessus. Bon, on a sorti un peu les chiffres, on a sorti des chiffres là-dessus. Je vais pas pouvoir redévelopper là. On est en train de sortir un truc aussi là-dessus. Qui est bon, enfin, pour faire très très vite, mais ça va être frustrant. Voilà, c'est encore essentiellement de l'agriculture familiale en France, même s'il y a des phénomènes assez importants qui émergent, comme le recours à la prestation de services par des entreprises agricoles pour faire les travaux, notamment, mais surtout en céraliculture simplifiée. Voilà, où il y a besoin entre 3 et 5 heures de travail par hectare et par an, ça s'externalise. Avec 300 € de subvention, vous faites le calcul. Donc des stratégies qui sont beaucoup mises en avant justement pour faire sauter le compromis, en disant que de toute façon le statut du fermage n'existe pas et que pour remédier à ces dispositifs-là, il faut alléger le statut du fermage, ce qui est pas ce qui est très très discutable. Voilà. Mais même si malgré tout, il y a une épée de Damoclès qui limite le développement de ces pratiques-là, qui est la requalification en bail, en fait. C'est-à-dire que si l'agriculteur, si le propriétaire, la plupart des temps, c'est des anciens propriétaires exploitants qui font faire ça. Ils partent à la retraite et puis, alors, soit ils ont vraiment un petit-fils qui pourrait peut-être devenir agriculteur un jour. On peut considérer des formes pour gérer temporairement la chose. Dans d'autres cas, c'est peut-être un peu moins avéré ou un peu plus compliqué à démontrer. Mais bref, le problème, c'est que si l'agriculteur ne prend plus le risque, l'entreprise qui vient faire ses travaux à sa place, elle peut elle peut aller demander la qualification de bail. Donc il y a cette épée de Damoclès là qui empêche, et là il y a aussi un effet conjoncturel qui va être intéressant à voir si jamais le prix des céréales revient au prix très bas, auquel cas les 150 € de location seront peut-être suffisants pour un certain nombre de propriétaires, surtout quand ils sont petits. Et quand ils ont 5-6 hectares, ils vont pas s'amuser à faire ça. Donc il y a aussi là une importance dans ce phénomène-là à bien intégrer le fait qu'on est en reverse tendency aussi en France. Discussion assez technique, je vais prolonger à la pause. J'avais prévenu que ça allait être frustrant. Voilà, mais on trouvait bien que tu pourrais en parler pendant des heures encore. Juste mention, diversité historique d'héritage, histoire des politiques sur 100-150 ans avec des paradoxes apparents qui font que ça vaut le coup d'y regarder de près, changement générationnel, l'impact du changement générationnel, périurbain, explosion du prix, tout ça, ça fait des choses qui font aussi très très écho, qui ne sont pas spécifiques au contexte français ou européen. Merci Frédéric. Merci à vous.